Voilà. Chers collègues, mesdames et messieurs, merci pour votre présence, une fois encore nombreuse, et c'est vraiment un grand motif de satisfaction pour nous, de vous voir aussi nombreux à chaque fois. Merci donc pour votre présence, pour ce qui est la deuxième conférence du cycle de cette année, des invités de l'UMONS. Et je dois dire que c'est bien sûr toujours avec plaisir que je présente les orateurs, mais cette fois-ci, il y a un plaisir particulier. C'est en effet beaucoup de souvenirs de quand je suis arrivé à l'université de Mons. Alors, c'était en 1900, c'est ça, 87. Comme chercheur à l'époque, puis assistant, etc. Eh bien, je me souviens déjà du professeur Friedman. Et donc, je le retrouve vraiment avec beaucoup de plaisir. Et bien sûr, j'ai beaucoup d'occasions également d'échanger avec Bruno. Et donc, vraiment, voilà, c'est un plaisir tout particulier. Je vais évidemment vous dire quelques mots de leur carrière avant de leur céder la parole. Mais auparavant, je dois aussi remercier nos partenaires de KIX, puisque cette conférence est organisée en partenariat avec eux, en particulier Laura Lebel du Théâtre de l'Ancre, et qui est en particulier responsable de ce festival KIX, ainsi que Nathalie Dubois, qui je pense doit être quelque part, il doit être quelque part, parce que je l'ai vu tout à l'heure, de la bibliothèque de l'UT. Donc voilà, c'est un partenariat nouveau. Nous avions aussi, souvenez-vous, je reconnais un certain nombre de têtes, déjà pu bénéficier du partenariat avec Charleroi Danse, et bien entendu que c'est important aussi d'associer à ce cycle de conférences nos partenaires de Charleroi, Charleroi qui est chez nous, c'est notre ville, auquel nous sommes tous tellement attachés, et au sein de laquelle il y a tellement de belles choses et tellement de rayonnement culturel, et je suis particulièrement heureux qu'on puisse le faire avec ses partenaires. Alors, comme je vous l'avais dit, quelques mots, et c'est très difficile d'être bref dans ce cas-là. Voyez-moi que Montesquieu avait raison quand il disait « j'ai pas eu le temps de rendre... excusez-moi d'avoir été long, j'ai pas eu le temps d'être plus bref, parce que choisir parmi toutes les qualités de nos orateurs et parmi tout ce qu'ils ont fait, c'est une réelle difficulté. » Je commencerai, si vous permettez, par Marcel Friedman, qui prendra la parole en premier. Alors, Marcel Friedman est d'abord licencié en psychologie de l'ULB en 1956, qui est une excellente année, je peux vous le dire. Il paraît que Bordeaux, cette année-là, était particulièrement bon, et il y a aussi d'autres très bonnes raisons pour considérer que 56 est une très bonne année. Comme je vous l'ai dit, il avait bien sûr, avec Charleroi. Marcel Friedman, parmi ses premiers emplois, a été psychologue à la Cité de l'Enfance à Marcillac, que la plupart d'entre nous connaissons bien. Il a ensuite travaillé dans le domaine de la pédagogie à l'École normale de Mons, à la fin des années 60 et au début des années 70, et cela lui a donné l'occasion de s'intéresser aux questions de méthodologie, domaine dans lequel il a fait sa thèse à l'université de Mons déjà, à l'époque, en 1976. Il a assez vite été intégré parmi les enseignants de l'université, d'abord dans les cours de l'agrégation, qui est un peu la suite logique de sa spécialisation en méthodologie, et ensuite il a pu développer des recherches dans le domaine psychosocial, qui deviendra sa véritable spécialité. Il devient professeur en 1980 et terminera sa carrière à l'université avec le grade de professeur ordinaire, qui est donc le niveau le plus élevé dans la carrière académique. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, très nombreux, je peux vous l'assurer, que je ne peux évidemment pas citer tous, dans 4 domaines particuliers. La prévention du tabagisme, qui est l'activité dont moi je me souviens le plus, parce que quand je suis arrivé, comme je l'ai dit, comme jeune assistant, il était déjà très connu dans ce domaine-là, dans le domaine
la prévention du tabagisme, et notamment il passait régulièrement à la télévision, et donc c'était pour nous un peu un héros qu'on pouvait côtoyer tous les jours. Aussi, d'autres domaines de la violence télévisée, du développement de l'attitude altruiste, évidemment en relation directe avec la conférence d'aujourd'hui, et aussi sur l'enfant caché. Parmi ces ouvrages, je vous ai dit, ils sont nombreux, citons-en deux, Violence, indifférence et altruisme. Je pense que vous en avez encore quelques exemplaires qui sont disponibles, et Traumatisme de l'enfant caché. Voilà donc pour Marcel Friedman qui prendra la parole en premier lieu. Quelques mots aussi, bien sûr, avec plaisir, sur Bruno Hölbeck, qui, lui, est licencié en sciences psychologiques à Charleroi. Il a fait ses études ici, notre faculté était déjà à l'époque implantée à Charleroi, dans les bâtiments du CUNIC, à l'époque ça s'appelait encore le CUNIC, c'est-à-dire à la caserne Trésigny. Et nous avons cet élément en commun, c'est que nous étions ensemble en fait au même moment, dans les bâtiments du CUNIC. Donc il est licencié en psychologie, bien sûr, de l'université de Mons, mais avec cette particularité qu'il a fait ses études à Charleroi en 1985. Il fera ensuite un doctorat à l'université de Rouen dans le domaine de la pédagogie et plus particulièrement dans le domaine de la coéducation. La coéducation va l'amener très naturellement à travailler avec Jean-Pierre Courtois et Huguette de Smet à l'université de Mons. Il sera d'abord chercheur et puis chargé de cours, fonction qu'il occupe depuis 1985 à l'université. Il est lui aussi auteur de nombreuses publications. Je suis aussi un peu gêné de ne pas pouvoir les citer davantage, mais il m'a dit qu'il me pardonnerait. En particulier sur deux thèmes, la résilience et le harcèlement. Alors, bien entendu, nous le connaissons aussi ici à Charleroi fort bien, parce qu'il collabore depuis 2008 à l'émission Une éducation presque parfaite, émission de Madame Laurence Hermel, qu'on peut suivre régulièrement sur Télé100. Voilà, je ne peux pas en dire plus, faute de temps. Je leur cède, bien entendu, immédiatement la parole et avec grand plaisir. Donc, on va structurer, allez-y, je vous en prie, on va structurer la soirée comme ceci. Nous aurons d'abord les deux interventions de Marcel Friedman et de Bruno Hölbeck, prévues entre 30 et 40 minutes. Ensuite, on aura la séance questions-réponses globalement pour les deux interventions, et ensuite, bien entendu, le verre de la main. Voilà. Monsieur Friedman, je vous en prie. Mesdames et messieurs, c'est également avec plaisir que j'ai accepté cette conférence en duo qui nous permettra d'aborder deux secteurs de recherche qui concernent la relation interpersonnelle et qui sont d'ailleurs jusqu'à un certain point interdépendants. Ma communication comportera en gros deux parties. Dans un premier temps, le rappel de quelques-unes des expérimentations initiales effectuées par nos collègues américains me permettra de faire apparaître d'emblée certains problèmes spécifiques qui se posent aujourd'hui en matière d'altruisme. Dans un second temps, je m'efforcerai, avant de tirer quelques conclusions pédagogiques, je m'efforcerai de vous présenter une synthèse des recherches menées à l'université de Mons pendant près de 14 ans. C'est au cours des années 60 que l'on a pris conscience au sein de nos sociétés évoluées de graves carences
au regard des manifestations d'altruisme, et plus spécialement dans le cadre de ce qu'on a appelé le comportement d'aide en situation d'urgence. C'est un fait divers qui a joué un rôle prépondérant dans cette prise de conscience. En 1964, une jeune fille de New York rentrait chez elle après sa journée de travail. Comme elle était occupée dans un bar, elle ne pouvait quitter l'établissement qu'après la fermeture. Elle est arrivée dans son quartier vers 3 heures du matin. Et après avoir rangé sa voiture, elle se dirigeait vers l'immeuble dans lequel elle disposait d'un appartement. Et c'est alors qu'elle a été attaquée, violée et finalement tuée, sans doute par une espèce de pervers sexuel. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que 38 de ses voisins, attirés par les cris de la jeune fille, ont assisté à la scène à partir de la fenêtre de leur appartement. Or, aucun d'entre eux n'a tenté de lui venir en aide, aucun n'a appelé la police. Et ces comportements paraissent plus incroyables encore lorsqu'on apprend que la scène a duré 35 minutes. Il a fallu 35 minutes à ce triste individu pour venir finalement à bout de sa victime après lui avoir administré une 50aine de coups de couteau. Lorsque, bien après les faits, quelqu'un a tout de même prévenu la police de New York, il a fallu 2 minutes de policiers pour être sur les lieux. Elle ne serait donc sûrement pas morte si tous ces gens avaient évité ce qu'on appelle la non-assistance à personne en danger. La presse américaine s'est évidemment emparée de ce fait divers, les journalistes l'ont décrit avec un maximum de détails, et il n'est pas excessif d'affirmer que ce crime a suscité dans l'ensemble des États-Unis à l'époque une émotion considérable que dans mon livre j'ai comparé à celle qui s'est développée chez nous lors de la découverte de l'affaire Dutroux. Comment un acte aussi abominable avait-il pu se produire devant autant de témoins qui tous ont assisté passivement à l'événement sans intervenir? Les témoins ont évidemment été interrogés par la police, mais on n'a tout de même pas trouvé l'explication de la non-intervention. Alors, les psychologues sociaux américains, à partir de 1968, ont effectué une série d'expérimentations pour tenter de comprendre ce comportement. Je vous citerai d'abord la première. Je n'ai pas d'image, non? Il n'y a pas... Non. Dans la première expérimentation, les auteurs se sont intéressés à la présence d'autres témoins et à leur passivité éventuelle. Dans cette première recherche, les sujets ne devaient pas encore, à proprement parler, venir en aide à autrui. Ils devaient surtout se sauver eux-mêmes. Mais l'observation a tout de même permis de se rendre compte qu'avant d'agir, lorsqu'il y a d'autres témoins, chacun des sujets, et sans en prendre conscience, observe d'abord les réactions des autres, et celles-ci peuvent évidemment avoir une incidence sur son propre comportement. Des étudiants de l'université de Columbia avaient été invités au laboratoire de psychologie pour répondre à un questionnaire qui portait sur les difficultés qu'ils avaient rencontrées lors de l'adaptation à une université américaine de type urbain. Lorsque les étudiants arrivaient au laboratoire de psychologie, on les installait dans une salle d'attente, soit seuls, soit par groupe de 3. Et dans ce dernier cas, on trouvait un sujet naïf. En recherche, on appelle sujet naïf le vrai sujet, celui dont on va étudier le comportement. Donc on trouvait un sujet naïf entouré de 2 autres étudiants qui ne le connaissaient pas, mais qui étaient
collaborateurs des expérimentateurs et auxquels on avait dit de ne pas réagir. Ou encore, 3 sujets naïfs, donc 3 conditions expérimentales, des sujets isolés, des sujets entourés de 2 compères des chercheurs, et 3 sujets réunis. Alors qu'ils répondaient effectivement à un questionnaire, on créait une situation ambiguë, mais potentiellement dangereuse, constituée en l'occurrence par une fumée blanche qui pénétrait dans le local par une bouche d'aération qui avait été spécialement aménagée pour la circonstance. Au début, on l'apercevait à peine, mais elle devenait de plus en plus dense, et à la fin de l'expérience, on se trouvait en plein brouillard. Et les auteurs ont évalué la fréquence de sillonnement de la fumée dans les 3 conditions expérimentales, et ils ont obtenu des résultats assez étonnants. En situation d'isolement, 75% des étudiants, 75% des étudiants ont trouvé que la situation était suffisamment anormale que pour alerter les responsables. On pouvait donc calculer la probabilité d'intervention dans les groupes de 3. Elle aurait dû être de 98%. Or, ils n'ont obtenu que 33% chez les sujets, chez les 3 sujets réunis, et 10% seulement chez les sujets qui étaient entourés des deux compères qui n'avaient pas de réaction. Les deux conclusions suivantes ont pu être tirées. Entouré de témoins passifs, le sujet tend lui aussi à rester passif. Et deuxièmement, des groupes de 3 étudiants ont moins de chances de rapporter l'événement que les individus isolés. L'année suivante, l'un de ces chercheurs et un autre collaborateur se sont demandé si la présence d'un témoin pouvait avoir des effets semblables lorsque le sujet n'est pas lui-même en danger. Des étudiants avaient été invités à remplir un questionnaire et on les avait installés dans un local, soit seuls, soit par groupe de 2. 4 minutes après avoir été installés, ils entendaient distinctement dans la pièce voisine un bruit de chute accompagné d'un cri de détresse qui avait émis par la jeune femme qui les avait introduits quelques instants auparavant, et les gémissements de la victime se prolongeaient pendant plus d'1 minute. Alors, en situation d'isolement, 70% de ces sujets ont tenté de secourir la victime. On pouvait donc s'attendre à 91% dans les groupes de 2. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Lorsque l'étudiant avait comme partenaire un sujet auquel on avait dit de ne pas réagir, il n'a tenté d'aider la victime que dans 7% des cas. Sans entrer dans les détails, je vous dirais que la recherche précédente a été largement confirmée, et nous pouvions donc dire dès cette époque que s'il y a d'autres témoins, un sujet a moins de chances de secourir une victime que des individus isolés. Et cette tendance se manifeste de manière bien plus frappante encore lorsque, en fonction des consignes initiales, la passivité du partenaire est totale. Entouré par d'autres personnes, le sujet tendrait à percevoir la situation comme moins dangereuse que lorsqu'il est seul. Il y aurait, disaient les auteurs, non-perception ou moins bonne perception du caractère critique de l'incident. Quoi qu'il en soit, les expérimentations suivantes que je ne vous présenterai pas, qui ont donné des résultats assez semblables, mais elles ont montré que nous sommes en présence d'un phénomène particulièrement complexe. Vous admettrez sans peine que le processus d'influence sociale auquel je viens de faire allusion, et qui, d'après les premiers chercheurs, aurait favorisé la passivité des témoins, ne peut jouer aucun rôle lorsque les témoins ne se voient pas. Et par conséquent, ces expérimentations n'ont pas expliqué le fameux fait divers qui fut pourtant à leur origine. Dans le cas de la jeune fille, de l'assassinat de la jeune fille,
Les témoins ne peuvent pas s'être influencés mutuellement puisque chacun se trouvait dans son propre appartement. Latané et Darnay, les premiers auteurs, ont cependant avancé l'hypothèse que chacun de ces témoins a pu percevoir la présence de certains de ses voisins à travers le vitrage de la fenêtre. Je vous ai dit que le crime s'est effectué la nuit. Les gens réveillés par les cris de la jeune fille ont allumé la lumière, et on pouvait donc se rendre compte qu'on n'était pas seul à observer. Et cette perception, disait-il, pouvait avoir modifié chacune des réactions individuelles par un processus de diffusion de responsabilité. D'où une nouvelle expérimentation où furent recréées des conditions semblables à celles où les témoins avaient été placés, à celles où le meurtre avait été effectué. Les sujets ne se voyaient pas tout en étant conscients de la présence des autres. L'hypothèse attestée était la suivante: plus il y a de témoins dont on connaît la présence, mais dont on ignore le comportement, moins la victime est aidée. Des étudiants de l'université de New York, cette fois, ont été invités au laboratoire de psychologie. On prend souvent aux États-Unis des étudiants parce qu'on les a sous la main, et puis aux États-Unis on peut payer les sujets de sorte que ça ne pose aucun problème. Donc des étudiants de l'université de New York ont été invités au laboratoire de psychologie pour discuter avec d'autres étudiants des problèmes qu'ils avaient rencontrés lors de l'adaptation à un univers stressant comme celui de New York. Je vous signale en passant qu'aux États-Unis, quand un jeune arrive à l'âge universitaire, le plus souvent on l'envoie dans une autre ville. Ça fait partie du processus d'autonomisation. Donc les étudiants de New York ne sont pas des New-Yorkais, et en tout cas ceux qu'on trouvait dans les cités universitaires, et il y avait donc bien un problème d'adaptation. Lorsque l'étudiant arrivait au laboratoire de psychologie, on l'installait dans une cabine individuelle afin, lui disait-on, de protéger l'anonymat de l'ensemble du groupe. Il avait la possibilité de discuter avec ses partenaires, mais il devait respecter certaines règles. 2 étudiants seulement pouvaient parler au même moment, et toujours pendant un temps limité. Le sujet naïf, le vrai sujet, parlait en dernier lieu. Il savait donc exactement combien de personnes étaient présentes. Lorsqu'arrivait son tour, le partenaire lui signalait dès le départ qu'il lui arrivait de faire des crises d'épilepsie, et à un moment donné, il simulait la crise. La chute qui intervenait pouvait aussi bien résulter de l'état du sujet que de l'écoulement du temps. Alors il y avait 3 conditions expérimentales qui différaient par la dimension du groupe. Il y avait des groupes de 2, et dans ce cas-là, le sujet avait pour seul partenaire la victime, des groupes de 4 et des groupes de 6 étudiants. Lorsque le sujet avait pour seul partenaire la victime, il est sorti de sa cabine et tenté de lui venir en aide dans 85% des cas. Le pourcentage n'était plus que de 62% dans les groupes de 4 et de 31% dans les groupes de 6. L'hypothèse a donc été plutôt confirmée. Plus il y a de sujets, moins on intervient. Et ce qui est intéressant, c'est que ces étudiants interviewés après l'expérience ont affirmé que la présence des autres n'avait eu aucune incidence sur leur comportement, alors que les résultats prouvent exactement le contraire. Quoi qu'il en soit, à ce stade de la recherche, on disposait de 2 tentatives d'explication. D'une part, la non-perception du caractère critique de l'incident, et deuxièmement, la diffusion de responsabilité. Dans ce dernier cas, on vit apparemment la situation en se disant « quelqu'un interviendra bien ». Mais comme toutes les personnes présentes vivent la situation de manière semblable, la victime a évidemment peu de chances d'être secourue. Par la suite, mes collègues américains ils ont étudié toute une série de facteurs de manière à voir
lequel était susceptible d'augmenter les interventions. Ils se sont intéressés, par exemple, au sexe de l'intervenant. L'hypothèse étant, les hommes interviennent plus fréquemment que les femmes. Ils se sont intéressés au sexe de la victime. Ici, on supposait que la victime serait secourue plus fréquemment qu'une victime de sexe masculin. On a créé des situations dans lesquelles l'intervenant et la victime appartenaient à des groupes ethniques contrastés. Par exemple, est-ce qu'un intervenant de race blanche va secourir une victime de race noire aussi fréquemment qu'une victime de même appartenance ethnique? On a créé des situations dans lesquelles on s'est intéressé à la répulsion suscitée par la victime, au degré de dépendance de la victime. Je n'insiste pas. Donc, toutes ces recherches ont permis de nuancer quelque peu les premiers résultats et les premières interprétations, mais elles n'ont pas répondu aux questions des psychologues. Ainsi, pourquoi? Mais d'abord parce que les résultats étaient jusqu'à un certain point contradictoires. S'il est vrai que les hommes interviennent plus fréquemment que les femmes dans une situation urgente, dans une situation d'urgence, il y a des situations dans lesquelles ce sont les femmes qui interviennent plus souvent. De plus, les psychologues américains ne sont pas arrivés à nous fournir une explication cohérente du comportement de non-intervention. Et il était évidemment difficile dans ce cas de trouver des solutions. De plus, ces expérimentations étaient des expérimentations laboratoires, effectuées dans des conditions trop différentes de celles de la réalité pour arriver à généraliser les conclusions. Dès ce stade-là, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument effectuer les recherches non plus en laboratoire, mais sur le terrain, c'est-à-dire dans les conditions de vie habituelles. Je vous dis tout de suite que les recherches que nous avons menées à Mons ont toutes été réalisées sur le terrain. Mais je vais peut-être encore vous citer une dernière recherche américaine qui a été réalisée sur le terrain. Des auteurs ont voulu évaluer le comportement d'aide dans le métro pour une victime qui pouvait paraître ivre ou malade, pour une victime qui pouvait être de race blanche ou noire. Ils ont choisi une ligne de métro qui suivait à New York la 8e avenue parce que pendant 7 minutes et demie, il n'y avait pas d'arrêt. On pouvait donc créer une situation d'urgence et puis évaluer le comportement des témoins. 4450 New-Yorkais qui ont emprunté cette ligne de métro pendant les jours de semaine durant une certaine période ont été à leur insu les sujets de cette expérience. 4 étudiants universitaires y collaboraient. Ils entraient dans le train par des ports différents, puis venaient s'installer dans un même compartiment, donnant l'impression d'être des voyageurs comme les autres. Mais chacun avait une tâche à remplir. L'une des jeunes filles notait le nombre de personnes présentes, leur sexe, leur appartenance ethnique, une autre résumait les commentaires des témoins. Alors celui qui jouait le rôle de la victime, un rôle qui a été assumé par 4 étudiants de sexe masculin, toujours vêtus de la même manière, 3 blancs et un noir, celui qui jouait le rôle de la victime voyageait debout. Et 1 minute après le départ du train, il titubait, il s'affalait sur le sol, et il avait reçu pour consigne de ne plus bouger jusqu'à ce que quelqu'un intervienne. Si personne n'intervenait, un membre de l'équipe devait le faire suivant un scénario mis au point d'avance. Alors, sans entrer dans les détails, alors quand le train arrivait à destination, les étudiants attendaient que tous les voyageurs eussent quitté la gare, et puis ils reprenaient le train dans le sens inverse et l'expérience recommençait. Sans entrer dans les détails, je vous dirais que ici, la fréquence du comportement d'aide a été impressionnante. Lorsque la victime donnait l'impression d'être malade, et on l'avait alors affublée d'une canne, elle a été aidée dans 62 cas sur 65 voyages. Lorsqu'elle paraissait ivre
et dans ce cas-là, on l'avait aspergé d'alcool et une bouteille d'alcool dépassait d'une poche, elle a tout de même été aidée dans 50% des cas. Et les auteurs n'ont pas trouvé qu'il y avait plus de comportement d'aide lorsque il y avait moins de personnes présentes dans le métro. Finalement, les auteurs ont tiré une conclusion que je vais vous donner. Ils ont conclu que le comportement du témoin dépendait des coûts de l'intervention et de la non-intervention. Je m'explique. Si vous vous promenez en ville, quelqu'un s'affale sur le sol, si vous décidez de lui venir en aide, il y a un certain coût. Vous allez passer du temps, vous allez peut-être devoir reporter l'activité que vous avez prévue, vous prenez certains risques, vous allez peut-être devoir témoigner à la police, etc. Mais si vous décidez de ne pas intervenir, il y a aussi un coût, parce que vous allez quitter l'endroit avec une sensation de malaise, vous allez peut-être faire un sentiment de culpabilité. Bref, il y a des coûts dans les deux cas. Alors, les auteurs ont dit que dans une situation critique, au niveau conscient ou inconscient, le témoin allait faire un petit calcul pour adopter la conduite la plus intéressante pour lui en termes de coût. Je n'ai pas pu accepter cette conclusion. C'est une interprétation hédoniste basée sur l'égoïsme du témoin. On ne tient absolument pas compte de la composante altruiste qui peut être la sienne, de l'envie qu'il peut avoir de secourir la victime. J'ai trouvé aussi que le choix de l'endroit n'était pas approprié. Les témoins qui étaient prisonniers de l'espace clos du métro n'avaient pas la possibilité de s'enfuir puisqu'il n'y avait pas d'arrêt. Avec une victime qui tombait à leurs pieds. Ce ne sont pas les conditions habituelles. Alors, j'en arrive aux recherches que nous avons faites à Mons, dont la première s'est inspirée de celle que je viens d'évoquer. Nous nous étions posé deux questions. Quel comportement allait être adopté par les habitants d'une ville belge de moyenne importance, Mons en l'occurrence, s'ils étaient confrontés au centre-ville à la chute d'une personne dans la rue apparemment victime d'un malaise? Deuxièmement, est-ce que les gens se comportent comme ils nous le disent, ou bien est-ce qu'il peut y avoir un écart important entre les opinions de personnes invitées à prévoir leur réaction et les comportements adoptés dans la vie réelle? Nous avons commencé par interviewer 200 adultes. Nous leur avons décrit la situation et nous leur avons demandé ce qu'ils feraient. Alors, 93% des gens nous ont dit que si la victime paraissait belge, ils interviendraient sur le champ. Mais 90% d'entre eux ont prétendu qu'ils interviendraient pour n'importe quelle victime. La recherche a été effectuée dans la galerie marchande du centre de Mons, que vous connaissez sans doute. Nous avons choisi une année, on a placé des observateurs à l'entrée nord et à l'entrée sud, parce qu'il fallait même dénombrer les gens qui entraient, qui intervenaient ou qui n'intervenaient pas. Et nous avons entraîné 3 de nos étudiants qui allaient jouer le rôle de la victime. Un garçon et une fille âgés d'environ 20 ans, et puis un garçon un peu plus âgé, qui était marocain, et qui avait un type maghrébin très marqué, ce qui allait nous permettre de voir s'il y avait une différence entre l'aide accordée aux Belges et aux étrangers. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails si ça vous intéresse. La recherche est détaillée dans mon livre, mais je vous dirai tout de même que si 90% des gens prétendent intervenir sur le champ,
Dans la réalité, et nous avons attendu pendant des mois, nous avions un échantillon d'environ 1000 sujets. Eh bien, 90% des sujets, 90% des témoins s'enfuyaient tout de suite. Certains changeaient d'itinéraire. D'autres se précipitaient vers les vitrines d'en face en simulant la non-perception d'incident. Nous avons même filmé un individu, la victime était tombée devant lui, il l'a enjambé et il a continué sa route sans se retourner. Mais tous ces gens étaient interviewés à la sortie. Je voulais savoir pourquoi ils ne sont pas intervenus. Ils ont donné une explication basée sur le temps insuffisant dont ils disposaient. Ils avaient un rendez-vous, ils devaient prendre un train, ils allaient arriver en retard à leur bureau, etc. Mais la fréquence de ces réponses m'a incité à penser qu'il devait s'agir d'une rationalisation destinée à rendre acceptable non seulement au regard d'autrui, mais aussi à son propre regard, un comportement qui, dans une société évoluée comme la nôtre, est évidemment inadmissible. Mais pour tester cette nouvelle hypothèse, il fallait trouver des conditions expérimentales rendant la rationalisation impossible. Alors, l'année suivante, j'ai proposé à ma jeune collaborateur de travailler à la sortie de l'église après l'office dominical, c'est-à-dire à un moment où les gens ne sont pas trop pressés. Ils viennent de surcroît de recevoir la bonne parole du prêtre, ils sont donc dans des conditions idéales pour secourir l'un de leurs semblables. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, je vous dirai simplement que si la chute a lieu en milieu urbain et si la victime est de sexe masculin, nous sommes passés de 10% à 11%, il n'y avait pas de différence. Ultérieurement, nous nous sommes intéressés à la solidarité existant au sein d'une promotion d'étudiants de première année universitaire. À cette fin, un message de détresse rédigé par un étudiant fictif a été porté à la connaissance de plus de 400 étudiants de 3 facultés différentes, médecine et pharmacie, psychologie et pédagogie, et puis des étudiants de l'école d'interprétariat. Le message ne comportait aucune ambiguïté. Ou bien l'étudiant qui demandait de l'aide avait été empêché de venir au cours à cause d'une hospitalisation qui s'est prolongée pendant un temps relativement long, ou bien il y avait un handicap d'ordre auditif ou d'ordre visuel. Sans entrer dans les détails, je vous dirai que si la victime n'est pas un étudiant qu'on connaît personnellement, avec lequel on a déjà établi une relation interpersonnelle, alors la probabilité de l'aide est inférieure à 0,5%. Je vous citerai encore en passant une activité de recherche que j'ai menée avec l'aide de la gendarmerie, car nous voulions étudier le comportement des automobilistes sur la route. Automobilistes confrontés à une panne d'essence, une crevaison, une panne de moteur, ou bien confrontés à un accident dont avait été victime un étudiant que nous avons choisi dans notre population estudiantine. Je ne vais pas... la gendarmerie nous accompagne partout. Nous avons tenu compte, bien entendu, de toutes leurs indications. Et il ne fallait pas commettre d'accident. Mais je vais vous donner les résultats. D'abord, pour les situations de panne, sur près de 900 sujets, nous avons obtenu un comportement d'aide dans 1,82% des cas. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est un accident dont avait apparemment été victime l'une de nos étudiantes. Elle était couchée sur le sol avec son vélomoteur renversé sur elle. J'avais demandé aux gendarmes de placer leur camionnette 1,5 km au-delà du lieu de l'accident, de manière à permettre aux personnes qui auraient éprouvé quelque appréhension à s'arrêter
sur la route, une situation qui peut être perçue comme non dénuée de risque, de manière à leur permettre de prévenir les gendarmes, de leur dire ce qu'ils avaient vu et de les inviter à y aller. Dans cette recherche, il y avait aussi entre 900 et 1000 sujets. 4% des sujets se sont arrêtés. Parmi ceux qui ne se sont pas arrêtés, 0,6% ont prévenu les gendarmes. Je vais encore peut-être vous citer une dernière recherche. Nous avons testé le comportement d'aide en faveur d'un bébé. Nous avons enregistré des pleurs de bébé. Des pleurs suffisamment vigoureux que pour retenir l'attention. Nous les avons reproduits en boucle sur bande magnétique. Nous avons placé l'enregistreur. Nous l'avons dissimulé dans un landau, et le landau était posé sur la banquette arrière d'une voiture de petite cylindrée, elle-même garée sur la zone de parquage d'un supermarché urbain. Et nous n'avons travaillé que par journée de très forte chaleur, au mois de mai et de juin. La voiture se trouvait à 40 mètres de là. Le comportement normal eût été de se précipiter à l'accueil pour prévenir la mère par micro. Sans entrer dans les détails, je vous dirais que nous avons obtenu 11% de tentatives d'aide, mais c'est une surévaluation, car nous n'avons pas tenu compte de 154 personnes qui n'ont même pas tourné la tête vers la voiture, alors que nous avions en phase préexpérimentale délimité la zone où les pleurs étaient entendus. Interviewés, ils nous ont dit, un bébé qui pleure, c'est normal, un bébé qui pleure, c'est pas grave. Je peux vous dire que s'il y avait eu un bébé dans la voiture, il était en danger de mort. J'ai d'ailleurs trouvé, il y en a un ou deux, dans un journal américain, ils rapportaient que les parents étaient allés faire des courses. Ils avaient laissé leur bébé dans la voiture, et quand ils sont arrivés, il était mort. Donc, et le journaliste signalait qu'aux États-Unis, ça arrive en moyenne à 40 bébés par an. Bon, après toutes ces recherches, il y en a eu d'autres que je ne vous ai pas exposées. Il fallait bien se rendre à l'évidence. Nos concitoyens, tout au moins la majorité d'entre eux, la grande majorité d'entre eux, adoptent ce que j'ai appelé un comportement de fuite et d'abstention face à une situation d'urgence. Et il fallait donc bien tirer une première conclusion. Les objectifs sociaux de l'éducation ne sont manifestement pas atteints. Et c'est ainsi que la recherche suivante, nous l'avons menée dans le cadre scolaire, en pensant que peut-être les observations effectuées chez l'enfant allaient nous enrichir quant à la compréhension du comportement de l'adulte. Nous avons testé le comportement d'aide entre 6 et 12 ans, entre la première année primaire et la 6e année primaire. Sans entrer dans les détails, je vous dirais que le comportement d'aide s'accroît entre 6 et 8 ans, mais décroît entre 8 et 12 ans, et à 12 ans, nous n'avions pas plus d'intervention qu'à 6 ans. Là, je me suis dit, l'école a ses responsabilités. Car au fond, que fait l'école? Elle transmet des connaissances, mais elle ne fait pas d'éducation sociale. Et on peut comprendre que confronté à une situation critique même au sein de l'école, on peut comprendre que l'enfant soit stressé. Et le stress inhibe l'action. Alors on peut comprendre que là où des adultes eux-mêmes n'interviennent pas, on peut comprendre que l'enfant soit tenté de transférer la responsabilité de l'intervention sur l'expérimentateur ou sur l'enseignant, sur l'adulte en tout cas, et de se réfugier en effectuant la tâche qui lui a été donnée pour retrouver un sentiment de sécurité. Sur la base de ces résultats, j'ai introduit dans le cadre scolaire de modestes modules de développement social. Nous avons d'abord testé une intervention ponctuelle.
en faveur de l'intervention, bien sûr. Alors, à moyen terme, ça ne changeait rien. J'ai alors introduit des modules de développement social qui s'étalaient dans le temps. Mais nous n'avons jamais dépassé 9 semaines. J'ai pas le temps de vous décrire ce qu'on a fait, mais ça se trouve aussi dans mon livre. Alors, nous abandonnions les classes qui avaient bénéficié de nos interventions. Nous les avons confrontés à des situations critiques, en les forçant bien entendu à chercher des solutions. Alors, on a travaillé au niveau de la 6e année primaire, c'est-à-dire chez les 12-13 ans. Et environ 3 mois après la fin de l'expérience, les élèves qui avaient bénéficié de nos interventions ont été confrontés à une nouvelle situation d'urgence. Et sans savoir qu'ils étaient observés et évalués, car l'équipe expérimentale avait disparu, et nous avons enregistré un changement considérable des comportements sociaux. Nous avons effectué 3 recherches successives, et dans les 3 recherches successives, nous avons obtenu un pourcentage d'intervention non seulement significativement supérieur par rapport aux évaluations préexpérimentales, mais aussi par rapport aux classes du groupe de contrôle qui n'avaient pas bénéficié de nos interventions. Nous pouvions donc conclure que l'attitude altruiste et le comportement altruiste sont éducables. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que dans les conclusions de mon livre, j'en sois arrivé à plaider en faveur de l'introduction dans toute formation scolaire de niveau primaire ou secondaire d'un véritable programme d'éducation sociale. Ce programme n'aura pas d'effet si on se limite à quelques interventions ponctuelles. Il n'aura pas d'effet si on se limite à l'enseignement magistral. Il faut que l'éducation sociale soit systématique et étalée dans le temps. Elle devrait même faire partie de la vie scolaire quotidienne, exactement comme l'éducation intellectuelle. Alors, vous admettrez sans doute que l'école est restée traditionnelle dans ce domaine. On commence à parler d'un cours de sociabilité, d'un cours d'accession à la citoyenneté. C'est pas un cours qui changera les élèves. Il faut qu'ils soient confrontés aux situations d'urgence et qu'ils apprennent, d'une part, à accorder plus d'attention au monde ambiant, à y déceler une anomalie qui exige une intervention extérieure, à analyser la situation dans la perspective de la recherche d'une solution, et à ce stade, ou bien ils sont capables d'intervenir eux-mêmes, et il faut le faire, mais s'ils n'en sont pas capables, ils doivent pouvoir recourir à une personne compétente ou à une instance extérieure, une instance qui pourrait fournir l'aide nécessaire. Ça peut être un médecin, ça peut être une ambulance, ça peut être les pompiers, ça peut être la police, mais il nous paraissait inconcevable qu'un adolescent puisse passer devant une victime couchée sur le sol et simuler la non-perception de l'incident. Alors, j'en suis arrivé dans les conclusions de mon livre à suggérer l'introduction d'une véritable éducation sociale qui devrait commencer tout au début de la scolarité et se poursuivre jusqu'à la fin du secondaire. On parle d'une transformation du cours de morale, c'est peut-être l'une des solutions qu'on peut retenir. Quoi qu'il en soit,
la carence, ce que nous avons montré, c'est qu'elle peut être surmontée. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, je crois, il y a un instant, l'école est restée traditionnelle. Elle s'intéresse à la transmission de connaissances. Et on va vérifier à l'examen si les élèves sont capables de les restituer. Mais ce sont souvent des apprentissages éphémères. L'un de mes anciens collègues de l'université de Liège a montré, le professeur de l'ANSER, il a montré qu'1 an et demi après les examens, 80% du contenu factuel a totalement disparu de la mémoire. Nous récompensons donc des apprentissages éphémères. Et pour nous, pédagogues ou psychologues sociaux qui rêvons de contribuer quelque peu à la construction d'un monde meilleur, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'apprentissage temporaire. Je vais terminer. Ce que nous voulons, c'est développer des compétences qui vont s'étaler tout au long de l'existence. Parmi ces compétences, je mets en premier lieu l'empathie. L'empathie est la capacité de saisir avec autant d'exactitude que possible les références internes de l'individu. Et surtout aussi son vécu, non seulement factuel, mais aussi émotionnel, de manière à pouvoir vivre une émotion comme il l'a vécu. C'est évidemment la condition du comportement altruiste. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement altruiste? Mais il est d'abord une réaction affective, déterminée par la perception de l'état de besoin dans lequel se trouve une autre personne. Et il a pour finalité de supprimer cet état de besoin. Alors voilà, je vais en rester là pour laisser la parole à mes collègues. Je vous remercie pour votre attention et je répondrai autant que possible à tout. Voilà, alors, après avoir entendu l'intervention, j'ai reculé 20 ans en arrière et je vois tout ce que ça a germé en moi. Hein. C'est ça, un professeur. C'est quelqu'un qui met des germes qui poussent après, parce que l'école a changé. Et effectivement, je vais d'ailleurs inviter le professeur Friedman à me suivre pendant une semaine dans toutes les écoles qui ont mis en place des projets prévention harcèlement. Vous allez voir qu'ils tiennent exactement compte de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que le but du jeu, ça va être de cultiver cet altruisme, de le stimuler en sachant comment on fait et comment ça marche ou comment ça marche pas, notamment à partir de l'intelligence émotionnelle. Mais avant, ce que j'ai appris à l'université essentiellement, et notamment en suivant les cours du professeur Friedman, c'est que quand on veut comprendre un phénomène, on doit savoir exactement ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, de façon à pouvoir en contrôler les effets. Et le harcèlement, pour le moment, faut bien dire que tout le monde en parle, et on en parle tellement qu'on sait plus ce que c'est, et qu'on mélange tout. Alors, pour ne pas mélanger, l'idéal, c'est de retourner aux racines. Les racines qui sont animales. En gros, il y a des racines et il y a des ailes. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes sociaux, il y a des systèmes idéologiques, et nos racines produisent une tendance que chacun d'entre nous, on va avoir à harceler. Et donc le harcèlement, c'est un phénomène d'agressivité, mais dont on doit comprendre les fondements pour pouvoir donner les remèdes qui sont réellement adéquats. Parce qu'on mélange tout actuellement, l'affaire Weinstein, harcèlement sexuel, prédateur sexuel, dit-on, et donc il y a des tas de mots qui actuellement finissent par donner l'impression qu'il suffit d'ouvrir une boîte de Pandore, balance ton porc, hashtag, et puis on va tout régler. On va tout régler en libérant une parole qu'on ne va pas protéger. On sait que c'est dramatique de le faire comme ça, c'est pas du tout la solution. Pour arriver à faire cette éducation sociale qui se met en place, cette éducation à la convivence. La convivialité ne produit pas que des choses positives, on le sait, il suffit pas de mettre des gens ensemble pour que ça se passe bien. Au contraire, si on met des gens ensemble, généralement ça se passe bien, mais très peu de temps. En gros, vous avez dans un premier temps une forme d'euphorie communautaire. Qu'est-ce que c'est chouette d'être ensemble. Dans tous les groupes, vous aurez ça, tous les groupes contraints. Les gens sont contents. Regardez les émissions de télé-réalité qui sont des expériences
tels que Marcel Friedman les rêvait sans doute, c'est-à-dire mettre des gens dans des conditions expérimentales qui permettent de voir comment ça fonctionne. Vous ouvrez les portes d'un château, d'un loft, ils sont copains comme cochons instantanément. On a l'impression qu'ils se connaissent depuis des années, et puis ils vont faire comme dans tous les groupes sociaux, ils vont commencer, après un certain temps, ce qu'on appelle le délestage progressif des membres, ce qui fait que le harcèlement répond à des saisons. Eh bien, très très vite, on va commencer à parler sur le dos les uns des autres. On va pousser dans le dos les locataires d'un loft ou d'un château pour qu'ils nominent. Ils le font très spontanément. C'est pas pousser non plus les équipes d'enseignantes à partir de la mi-octobre pour commencer à parler un peu sur le dos les uns ou les unes des autres. C'est vrai pour les enseignants, c'est vrai pour tous les groupes professionnels, après l'euphorie communautaire. Et donc, on voit donc dans toutes les classes, on voit apparaître des mécanismes d'exclusion des uns des autres. C'est ce qu'on appelle, nous, la moyenne saison du harcèlement. À partir de janvier, on est en plein dedans, c'est la haute saison. Je vous assure que là, les sous-groupes sont constitués, vous avez des sous-groupes et des couples dans les classes qui sont constitués, et des élèves qui sont complètement désespérés, qui en plus entrent en désespérance quand ils ont l'impression que les adultes qui doivent s'en occuper, que ce soit leurs parents ou les enseignants, sont désemparés. Et évidemment que la responsabilité qu'on a quand on veut prévenir le harcèlement, c'est d'éviter que les adultes soient désemparés au point d'induire des comportements de désespérance chez l'enfant. Le désespoir, c'est quand vous avez l'impression que vous vivez quelque chose de difficile et que vous avez le sentiment que ce sera jusqu'au bout de l'année, qu'on n'en sortira pas. La désespérance, c'est encore pire, c'est quand vous en parlez à des personnes qui sont censées, qui sont là pour vous aider, et qui n'arrivent pas à le faire. Alors, évidemment qu'on doit mettre en place des outils, des instruments qui vont éviter que ça s'arrête spontanément, parce qu'on constate effectivement qu'à partir de la mi-mai, vous avez de nouveau une basse saison, moyenne saison, haute saison, rebasse saison, parce que le groupe sent qu'il va se disloquer, et donc les phénomènes deviennent moins aigus. Alors, ça pourrait être une bonne nouvelle que ça s'arrête spontanément. Le problème, c'est que c'est une machine qui broie, c'est comme les saisons. Et vous avez des gens qui, effectivement, ça produit du fatalisme. Vous avez des gens, dès le mois de juin, quand vous leur dites il fait beau, ils vous disent, de toute façon, il va bientôt pleuvoir, de toute façon, on est en Belgique, et l'été, ça va pas durer longtemps, et ils sont incapables de récupérer. C'est ce qu'on appelle l'usure de compassion, qui frappe énormément d'enseignants quand ils pressentent qu'il y a des difficultés et qu'ils n'arrivent pas à les contrôler. C'est pour ça qu'on doit bien comprendre ce que sont ces difficultés. Pour ça, je vais aller relativement vite sur la théorie du harcèlement, mais il faut quand même bien comprendre que ça vient d'une agressivité toute animale, et que l'agressivité animale, globalement, il y en a 4. Il y a l'agressivité par irritation. Si un animal est irrité, pour une raison ou l'autre, ça correspond en gros chez l'être humain à la mauvaise humeur. La mauvaise humeur crée une irritation continue et une tendance de la personne de mauvaise humeur à chercher des cibles pour décharger cette agressivité qui se manifeste en lui. Quelqu'un de mauvaise humeur, si vous avez un patron régulièrement de mauvais poil, c'est pas un harceleur, c'est juste un type de mauvais poil. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des solutions pour qu'on calme son humeur, qu'on diminue ses frustrations. Mais les solutions de prévention du harcèlement, vous pouvez être un harceleur d'excellente humeur. Je vous assure que j'en connais beaucoup. Et ils se rendent coupables de harcèlement parce que la dynamique n'est pas la même. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher les racines pour pouvoir comprendre que les phénomènes ont d'autres origines. Quand quelqu'un vient vous dire, même un élève, le prof il est harcelant parce qu'il est toujours de mauvais poil, et il en a toujours après moi. Ça c'est vrai, on peut comprendre, parce que la mauvaise humeur, l'irritabilité diffuse fait qu'on recherche des cibles, et que si vous en avez trouvé une qui vous est confortable, le moindre petit truc, vous allez l'utiliser pour décharger votre mauvaise humeur. Il suffit que quelqu'un fasse un geste toujours le même, ce geste vous énerve, il le refait, vous vous acharnez contre lui. Et donc, c'est important de comprendre que là, les traitements, les manières d'agir vont être différentes. Une autre forme d'irritation, d'agressivité animale, c'est la peur. La peur, les enfants, on leur dit toujours, attention, si un chien ou un chat a peur, n'allez pas tout près, parce qu'il risque de vous agresser, et effectivement, la peur produit une tendance à l'agressivité chez l'être humain comme chez l'animal, ce qui fait que vous êtes la peur, mais toutes les peurs, y compris, par exemple, dans des violences conjugales. Il ne s'agit pas de dire qu'une violence est acceptable ou pas, il s'agit juste d'en comprendre l'origine. Violence style Bertrand Cantat, par exemple, qui a peur d'être quitté, qui massacre son époux, il n'y a pas d'autre mot. Simplement, l'origine, c'est la peur. C'est cette peur qui doit être gérée d'une manière ou d'une autre. Alors les traitements vont aussi être très différents de ceux qu'on préconise pour venir à bout du harcèlement. Troisième type d'agressivité, chez l'animal, l'agressivité de prédation. L'animal est nécessairement agressif et doit surtout, ça heureusement que la nature l'a conçu de cette manière-là,
L'agressivité de prédation suppose l'absence complète d'état d'âme. Si le chat se pose trop de questions par rapport à l'état de la souris et la souffrance qu'il provoque, il va mourir de faim. Donc, regardez un chat tuant une souris, il n'y a aucune manifestation émotionnelle. S'il avait faim, il est repu, ça se semble évident que ça lui apporte quelque chose en termes de satisfaction. Et si c'était juste pour le jeu, il est juste satisfait. Et vous n'avez pas d'excitation chez le prédateur. Le prédateur, c'est le psychopathe. Très clairement, chez l'être humain, le serial killer par exemple, ça c'est de l'agressivité de prédation qui vise la mort. Dire Weinstein un prédateur, là on se trompe complètement. Weinstein a effectivement certains comportements qui le ramènent à de l'agressivité animale, mais pas celle-là. Il ne veut tuer personne. Et quand on utilise, Camus l'a dit bien avant moi et mieux que moi, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Dans ce domaine-là, c'est encore plus vrai qu'ailleurs, parce que quand je vois des articles où on me parle de prédation, de meute, par exemple, hein, aussi, c'est la même chose. De meute prédatrice, ce n'est valable que lorsqu'il y a une intention de tuer dans de l'agressivité généralement interspécifique, ce qui fait que si vous voulez la générer, vous devrez d'abord faire passer l'autre pour quelqu'un d'autre, d'une autre espèce que la vôtre, donc l'infra-humaniser, c'est-à-dire soit en le faisant passer pour un détritus qu'on doit évacuer, c'est pour ça qu'on injurie les gens avant de les massacrer, on les traite d'ordures, ça permet de penser, ou on sort des phrases irresponsables du style « on va vous nettoyer tout ça au Karcher », hein, vous connaissez ce genre de phrases, qui vont simplement, par la sémantique, faire passer l'autre pour quelqu'un qu'on doit évacuer. On va le faire aussi en termes d'infra-humanisation, simplement en traitant l'autre de cafard, de cancrelat, de singe, de cochon, de tout ce que vous voulez, qui font qu'il ressemble à un animal. Et Jean-Philippe Leyens, qui travaille beaucoup sur ces mécaniques-là et qui a écrit un superbe bouquin qui explique que nous sommes tous à risque d'infra-humanisation. Quand on parle de la jungle à Calais, la jungle, c'est pour les animaux, hein. Donc il faut bien se rendre compte qu'on est dans un début d'infra-humanisation, dès qu'on fait passer les autres pour un tout petit peu moins humains que nous, parce qu'ils vivraient dans des espaces. Le mot migrant, par exemple, la migration est un phénomène strictement animal. Immigrer, émigrer, comme on les dénommait auparavant, était sans doute plus proche à leur resituer dans leur part d'humanité qui est consubstantielle à cette forme d'agressivité prédatrice qui génère de l'indifférence, hein. Donc le psychopathe, c'est quelqu'un qui effectivement ne manifeste pas de remords, ne manifeste pas d'émotion et est capable de tuer de manière froide. C'est les solutions apportées au cas psychopathique, par exemple, ce ne sont pas les mêmes que celles qu'on va évidemment mettre en place pour générer une agressivité, pour gérer une agressivité qui est plus à rechercher dans la quatrième forme d'agressivité animale qu'on appelle l'agressivité hiérarchique. Cette agressivité hiérarchique, c'est-à-dire le fait de prendre le pas sur les autres, de prendre du pouvoir sur les autres, et nos sociétés, effectivement, alors c'est pas nécessairement un mauvais signe, nos sociétés, et là on va dépasser les racines, on va aller dans les ailes, c'est-à-dire les systèmes socio-idéologiques, nos sociétés ont tendance à générer du harcèlement précisément parce qu'elles sont démocratiques et que la hiérarchie est flottante. Les dictatures n'ont pas besoin du harcèlement, l'agressivité peut se répandre à ciel ouvert, il n'y a pas besoin de formes cachées d'agressivité hiérarchique, et les sociétés figées génèrent moins de harcèlement que les sociétés démocratiques. Donc c'est une maladie de la démocratie. Il faut savoir que c'est une maladie qui s'aggrave quand le système idéologique est individualiste et compétitif, c'est-à-dire si vous créez de la compétition chez des individus, vous allez générer plus de harcèlement. Le système scolaire individualiste et compétitif génère un harcèlement d'une certaine forme. Faut pas s'imaginer qu'on va avoir des réponses idéologiques, parce que si vous allez voir un système collectiviste mais compétitif, vous aurez des mécanismes comme celui des Ijime au Japon, hein, qui montrent un harcèlement terriblement virulent. En gros, on vous dit vous êtes 3 là, il y en a 2 cette année qui vont décevoir profondément leurs parents. C'est tout, c'est comme ça, parce qu'il y en a 2 qui n'accéderont pas à une école sociale. Vous êtes en train déjà d'essayer de déléguer à quelqu'un d'autre. Donc, alors, dans un schéma collectiviste, en plus, vous allez utiliser, évidemment, si j'induis une compétition de cet ordre-là, vous aurez tendance à dire, il faut que j'élimine les autres. Si en plus, on vous dit, attention,
que les têtes ne dépassent pas. Ils ont un proverbe qui l'exprime remarquablement. Si tu as un clou et que ta tête dépasse, ne t'étonne pas de recevoir le marteau. Et donc, toute différence est utilisée comme argument pour pouvoir massacrer. Et donc, vous avez effectivement une forme, le ijime, qu'on appelle aussi les bords de fenêtre dans le milieu de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on vous met, lisez Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb, vous allez voir le mécanisme où elle finit non pas au bord de la fenêtre, mais au bord des chiottes, c'est-à-dire en bas, par un mécanisme dans lequel toutes ces différences sont utilisées pour la dégrader et pour générer ces formes de harcèlement qu'on retrouve dans tous les modèles sociaux, quels qu'ils soient, et qui sont des indices de tension démocratique. J'étais récemment au Qatar. Au Qatar, vous avez une hiérarchie très très forte. Les Qataris, qui sont en minorité dans leur pays. Juste en dessous, vous avez les Occidentaux expatriés, et en dessous, les étrangers, mais non occidentaux. Et on vous dit, on va travailler sur le harcèlement, d'accord, mais venez pas faire votre Mélenchon, hein, c'est comme ça qu'ils nous ont dit les choses. C'est-à-dire, vous ferez pas la révolution, notre société restera ce qu'elle est. Mais on a une tension démocratique, notamment dans l'école franco-qatarienne, où on veut vérifier comment on peut mettre en place des systèmes démocratiques à l'intérieur d'un absolutisme de droit divin qui structure et qui fige la hiérarchie. On constate effectivement du harcèlement entre Qataris. Quand vous figez une hiérarchie, vous avez très peu de harcèlement à l'intérieur de la hiérarchie, va se manifester entre Qataris essentiellement, et donc des difficultés. Effectivement, le harcèlement prend juste une autre forme parce qu'il y a cette tension démocratique. Lorsqu'on a travaillé, comme on vous l'expliquera tout à l'heure, à mettre en place par exemple des espaces de parole régulés, c'est-à-dire à rendre sensible chaque enfant aux émotions des autres, on a mis en place les conditions de ce qu'on appelle une démocratie émotionnelle. Non, on n'a pas touché la hiérarchie, on nous avait dit de ne pas le faire. Il y a une structure hiérarchique, vous n'y touchez pas. Mais à partir du moment où le fils d'un émir est plus sensible aux émotions suscitées chez un enfant qui lui-même présenté comme inférieur sur le plan hiérarchique, vous pouvez mettre en place, en supposant simplement que l'émotion des uns vaut l'émotion des autres, vous êtes en train de faire avancer. C'est ça une tension démocratique. Hein. C'est pour ça que je vous dis, le harcèlement, il faut l'accepter comme étant une maladie de nos sociétés. Il faut se dire que dès qu'il y en a, l'Allemagne de l'Est en est un exemple parfait, parce que le collectivisme et le coopératisme ensemble créent une centralisation du pouvoir. Dans les années 71, quand l'Allemagne de l'Est a voulu se rapprocher de l'Ouest, et notamment, au moins facticement, adhérer aux droits de l'homme, à ce moment-là, eh bien, ils ont sorti ce qu'on appelle les mesures de décomposition. Je vous invite à les lire, vous allez voir, c'est le manuel du parfait harceleur. Comment est-ce qu'on peut isoler quelqu'un, détruire sa réputation, casser l'estime qu'il a de lui-même, avant de le massacrer et de le mettre hors course? Eh bien, c'est simplement un modèle qui centralise le pouvoir et qui camoufle son agressivité. C'est ça, le principe du harcèlement, ça camoufle de l'agressivité, et cette agressivité, elle existe, on le sait, on va donc devoir apprendre à la gérer. Alors, pour ça, on va utiliser, je vais utiliser une personne du premier rang pour montrer ce qu'est le harcèlement. On va imaginer que je vous bouscule comme ça toutes les 3 minutes. Est-ce que vous pensez que je suis un harceleur? C'est répétitif, c'est intentionnel, et c'est nuisible, hein, c'est pas très agréable à vivre. Est-ce que je suis un harceleur selon vous? Alors, voilà, je suis juste un emmerdeur, vous avez très bien diagnostiqué. Maintenant, par contre, si chaque fois que je bouscule madame, je vous regarde, et on a un regard complice tous les deux, je deviens un harceleur, parce que je vais figer les rôles. Le harcèlement, c'est une manière d'intégrer une progression dans une hiérarchie en prenant un statut de dominant. Si on sourit tous les deux, on va figer le rôle, dominant, dominé, et ceux qu'on appelle les spectateurs, c'est-à-dire ceux qui, en regardant, font qu'il n'est plus possible de sortir du rôle dans lequel on a été induit. Les mécanismes de harcèlement sont multiples. Vous êtes blonde, par exemple, je vais faire des blagues sur les blondes. C'est un mécanisme qu'on retrouve, c'est une forme d'installation de la domination masculine. Mais vous, si vous êtes blonde, vous avez sans doute, comme moi, fait l'expérience qu'on constate systématiquement, c'est qu'aucun homme ne fait ses blagues sur les blonds en face à face, avec la blonde seule. Parce que si vous ne riez pas, je vais très très vite me retrouver avec mon humour trop lourd, et je vais me retrouver d'autant plus en difficulté si vous me faites en plus remarquer que je ne suis pas drôle. Je vais donc utiliser des hommes. Et on va se mettre à rire à chaque blague sur les blondes. Vous allez voir, vous allez très vite être pris dans un mécanisme dans lequel vous allez être coupable 3 fois. Coupable d'être blonde, d'être supposé bête parce que blonde,
Et si vous ne riez pas, on va dire elle a pas d'humour. Hein. C'est parce qu'elle est blonde, elle comprend pas tout. Et vous allez enfermer la personne à l'intérieur. C'est ça qui est vécu dans la situation de harcèlement comme quelque chose de terriblement écrasant par l'enfant ou l'adolescent. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais dire à un enfant, réagis, vas-y, défends-toi. C'est un rouleau compresseur qui suppose un phénomène de groupe dans le cadre d'une installation d'agressivité hiérarchique qui fait que le dominant, il y a deux théories en gros du harcèlement, hein, c'est la théorie d'Olweus qui dit que le dominant utilise le groupe pour écraser le dominé, celle de Picasse, un peu plus subtile, dit c'est pas toujours comme ça que ça se passe, parfois c'est le groupe qui délègue au dominant la fonction d'écraser le dominé. Par exemple, allez, tu rigoles pas aujourd'hui, vas-y, hein. Et la tension entre humour et moquerie, c'est un des éléments sur lequel on doit travailler intensément quand, de nouveau, par un détour sémantique, on autorise des élèves à rire d'autres élèves, et puis je vous dis c'est de l'humour. Et donc celui qui n'a pas supporté l'humour se retrouve sanctionné 2 fois, parce que non seulement on s'est moqué de lui, mais en plus, il n'a pas l'humour suffisant pour le supporter. Et donc les mécanismes qu'on a mis en place, qui vont stimuler cet altruisme, doivent tenir compte de ce qui se passe à l'intérieur des groupes, doivent tenir compte que l'agressivité existe. Elle est là. Le simple fait de faire des cours théoriques de citoyenneté serait complètement inutile. Je peux prendre mon violon et commencer à leur parler de tolérance, de respect, de tout ce que vous voulez. Je me souviens, à l'époque où on a commencé le travail, on l'a commencé au Brabant Wallon et à Charleroi. Je me souviens, tous ceux qui nous parlaient disaient, Charleroi, ça va être utile, hein, la violence, hein, partout. Dans le Brabant Wallon, ils sont élevés au kirikou. Tolérance, respect, à 5 ans, ils savent vous dire la définition par cœur. Il n'y a pas photo. Beaucoup plus de situations de harcèlement dans le Brabant Wallon. On se tape pas, on se frappe pas, on s'injurie même pas, mais on se massacre sur le plan identitaire, parce que c'est pas si simple pour un enfant d'intégrer l'idée que, il n'a pas à être dominant, qu'il doit respecter effectivement les autres quand il voit le soir son papa revenir et dire t'aurais vu un tel comme je l'ai cassé devant tout le monde, et que maman trouve que papa est terriblement séduisant. C'est l'effet qu'on appelle l'effet Dr House. On a certainement parmi vous qui aime le Dr House. Hein. Qui est-ce qui aime le Dr House ici? Vous? Uniquement vous. Qui aime le Dr House? Généralement les femmes, voilà, vous aimez le Dr House, les femmes aiment beaucoup le Dr House, c'est un salaud pourtant, hein. C'est d'accord. Alors j'ai toujours le même mécanisme quand je dis ça. Bien sûr, je vois des sourires parce que c'est un mâle dominant, c'est le prototype de l'homme séduisant. Il est bourré de testostérone, il massacre tout ce qui vient à sa portée. Il a décidé que l'empathie c'était plutôt encombrant et que si on était médecin, il fallait pas s'encombrer d'empathie. Et il casse de manière profonde avec sa petite cour. Donc les spectateurs sont là, petite cour permanente, et les femmes qui le trouvent séduisant et qui, finalement, plus il va en faire. C'est pour ça que le sourire grandit quand on dit mais c'est un salaud. Mais oui, c'est un salaud, et on sourit encore plus parce qu'il manifeste par là qu'il est encore plus dominant que ce qu'il montre à première vue. Vous pouvez aimer le Dr House, hein, ne vous inquiétez pas. Pas parce qu'il est humain, parce qu'il est divin. Il fait exactement ce que faisaient les dieux grecs avant lui. Il met dans un cadre divin ce qui pose problème sur le plan humain. Et il ne peut accéder à ce statut divin que parce que il est plus fort que la mort. Imaginez 3 feuilletons de suite où tous ces patients meurent, même vous l'aimerez plus. Vous allez juste le trouver odieux. C'est pour ça que les méthodes qui consistent à faire tomber des petits doctorats en miniature, parce qu'il y en a plein dans les écoles, à les faire tomber de leur piédestal d'un coup, sont très contre-productifs, parce que ils se retrouvent humiliés, ils ont perdu la face, ils vont vouloir la récupérer ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux, sur tous les espaces qui apparemment échappent au contrôle de l'école. Et c'est pour ça aussi que on va travailler aussi sur ces espaces, sur le cyberharcèlement notamment, qui n'est jamais qu'une caisse de résonance sur le problème du harcèlement. Hein. Ce n'est pas un espace irréel, c'est un espace virtuel qui donne de la force donc au réel, et qui augmente le nombre de spectateurs de manière fulgurante et exponentielle. Ça veut dire que vous aurez une tension entre l'espace privé et l'espace public. La personne qui est massacrée sur les réseaux sociaux se dit « tout le monde va me voir », et en plus les gens que je connais vont me voir. Et les gens que je connais vont savoir que tout le monde me voit. Et tout le monde va savoir que les gens que je connais me voient. Et tout ça va donner l'impression d'un rouleau compresseur qui fait que dire à un enfant ou à un adolescent « défends-toi », oppose-toi à ça,
C'est absolument aberrant. On doit toujours avoir le même discours. C'est fini, c'est plus ton problème, c'est notre souci. En tant qu'adulte, on va mettre en place les choses pour que, effectivement, on puisse contrôler le phénomène, puisqu'on en connaît l'origine, puisqu'on sait comment ça fonctionne, puisque, comme l'a très bien dit le professeur Friedman, on sait qu'on va devoir travailler sur une intelligence émotionnelle. Alors, je suis beaucoup moins féroce avec les écoles parce que je les fréquente au jour le jour, et l'intelligence émotionnelle, dans ce qui est devenu d'ailleurs une démocratie, parce que nous ne vivons plus en démocratie complète, nous sommes dans une démocratie. Ce sont vos émotions qui vont façonner la plupart de vos opinions. Petite recherche qu'on a réalisée qui le montre de manière spectaculaire. Je vous montre un petit enfant mort sur une plage, et derrière, je mets un bateau avec plein de personnes à l'intérieur. Et je vous demande qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont dans le bateau. La plupart d'entre vous, vous allez dire, bon, il fait finir, on peut pas laisser les enfants mourir, c'est pas possible. Et donc, il faut absolument qu'on les fasse accoster. J'attends avec un temps de latence un peu différent pour les hommes et les femmes, apparemment, mais on attend un certain temps, on remonte le même photo d'arrière-plan, mais devant, on met simplement un terroriste. Eh bien, vous allez voir effectivement que si je vous demande vos opinions, vous allez dire, on fait quand même au moins une sélection. Certains vont dire, on n'en prend pas, on les laisse tous là où ils sont. Et vous aurez simplement, non pas des opinions qui ont changé parce qu'on a manipulé une image, mais des opinions qui vont changer parce qu'on aura juste modifié une émotion. Vous serez passé de la colère ou la tristesse à une autre émotion qui est la peur, et les émotions vont créer des opinions. C'est pour ça qu'aux États-Unis, ils ont mis au pouvoir un malade mental, il faut accepter de le dire, simplement sur une émotion partagée par la totalité, qui est non pas la colère, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, mais le dégoût. C'est-à-dire, vous allez cultiver le dégoût, vous aurez des votes de dégoût, et c'est ça, effectivement, qui génère ces principes de démocratie. Et dans une démocratie, les émotions ont un statut particulier, et je le disais tout à l'heure, si on libère la parole, notamment si on la libère par rapport à l'émotion, il va falloir nécessairement la protéger. Si vous ne protégez pas une parole, vous avez une catastrophe sur le plan émotionnel, parce que, on l'a vu dans l'exposé précédent, l'altruisme ne va pas de soi. L'altruisme, ça va se mettre dans des conditions qui sont celles d'un lieu protégé. Et vous verrez que tout ce qui a été dit dans la première intervention, on a juste, et c'est ça l'avantage d'avoir eu des professeurs de cette qualité, on doit se contenter d'appliquer ce qu'ils nous ont dit. C'est-à-dire, effectivement, ça se passe pas tout seul, et si quelqu'un semble désigné pour trouver la solution, tout le groupe va éviter de chercher la solution. Ce qu'on fait, je vous explique en quelques mots comment on met en place, et ça va être rendu obligatoire dans toutes les écoles maternelles dès l'année prochaine, donc des espaces de parole régulés. C'est mis en place actuellement dans 400 écoles, de manière complète. C'est même beaucoup plus en réalité, parce que ça se diffuse terriblement vite. Ce sont ce qu'on appelle des espaces de parole régulés, où globalement, vous mettez autour de vous le groupe d'élèves. Et puis, vous mettez des émoticônes, des émotions, pas des états d'âme. Il y a beaucoup de mélange dans tout ça. Une émotion chez l'être humain, c'est quelque chose de très simple, qui nous rapproche très fort de l'animal, effectivement. Peur, tristesse, joie, colère, dégoût. Vous voulez comprendre comment ça marche? Allez voir Vice Versa, c'est un dessin animé qui va vous expliquer comment fonctionne le cerveau d'un être humain de manière très très économique. C'est-à-dire on a besoin des 5 émotions, et c'est quelque chose qui nous ramène à une certaine forme d'authenticité. L'état d'âme est plus complexe. L'état d'âme, c'est une visite cognitive en gros d'un état émotionnel. L'inquiétude, le chagrin, tout ça, vous trouverez des gorilles qui ont peur, vous en trouverez très peu qui sont inquiets, et surtout vous trouverez un gorille qui a un chagrin d'amour, amenez-le-moi, c'est un être humain. Sans doute qui se cache derrière lui, parce que c'est pas accessible à l'animal. C'est d'ailleurs pour ça que les fameux t-shirts « Même pas peur » après les attentats étaient complètement stupides. S'il y a des bombes qui risquent d'exploser autour de vous, ne pas avoir peur supposerait que vous n'êtes absolument pas vivant, parce que n'importe qui, effectivement, a une émotion qui est la peur. Si vous dites même pas inquiet, ça prouve que vous êtes juste idiot. Parce que vous êtes incapable de vous poser des questions que doit nécessairement générer l'idée d'un monde dans lequel les bombes pourraient exploser partout. Par contre, le sentiment, c'est-à-dire l'idée qu'une émotion s'installe dans la durée, et que s'installant dans la durée, elle vous empêche d'agir. C'est ça, la terreur. La terreur, c'est un sentiment qui implique une prise en charge, parce que vous êtes soumis à votre émotion. Ce qu'on doit éviter dans les écoles, c'est l'idée que les enfants n'y vivraient plus d'émotion. Une école qui mettrait en place un dispositif en disant à des parents « Vos enfants, plus jamais
ne seront tristes, plus jamais ne seront en colère, plus jamais n'auront peur et ne vivront pas d'expérience de dégoût. C'est la joie continue. C'est les fameux projets bien-être, qui sont des catastrophes sur le plan pédagogique. Si vous dites bien-être, vous aurez des parents qui vont venir vous demander l'addition. On lui a mis 4 sur 10 en maths, il pleure, il est pas bien, mettez-lui 8. Et si vous le faites pas, on va en faire toute une maladie et on va mettre des 10 derrière tout. Ça, c'est le principe, effectivement, d'éviter de penser qu'un enfant, dans tout apprentissage, vit des moments de tension. J'ai parlé des groupes tout à l'heure. Évidemment, les groupes génèrent des émotions, la tristesse, la colère, la peur. Aucune école ne peut dire ça ne se passera jamais. Mais les écoles doivent pouvoir dire à des parents, si votre enfant vit ces émotions, si ça devient un état d'âme, ça ne sera en tout cas jamais un sentiment. Obliger un enfant à manifester de la haine parce que sa tristesse s'est installée, sa colère, s'est installée à long terme et qu'il n'est plus en mesure de la gérer et qu'il se met à haïr le monde entier, ce qui est le cas, effectivement, ce qu'on voit d'ailleurs, dans ces tueries de masse, par exemple, le débat est très mal posé. Bien sûr qu'il ne faut pas donner des armes à n'importe qui. Ça me semble tellement évident que je vois pas pourquoi le débat porte là-dessus. Mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir que 95% des personnes tueurs de masse dans les collèges ont vécu des situations de harcèlement et 100% des situations d'humiliation. Ça veut dire que le vrai moteur, il est là, c'est celui-là sur lequel on doit travailler. Et on ne tue pas par hasard. Dans les tueries de masse, on tire, et puis vous allez me regarder, je vais exister intensément, parce que jusqu'à présent, j'étais transparent. Et je vais peut-être même vous laisser vivre vous, j'ai tué la personne d'à côté, comme ça, même après ma mort, vous continuerez à m'avoir effectivement comme étant une personne terriblement significative. Donc le principe, effectivement, c'est de faire exister les enfants, les faire exister dès l'école, avec ce qui n'est pas nécessairement des cours ex cathedra, puisqu'on a vu que dans le Brabant wallon, en élevant les enfants au kirikou, c'est-à-dire en leur faisant simplement des définitions claires, mais beaucoup trop précoce de concepts comme la tolérance, comme le respect, ça sert strictement à rien. Il faut l'activer en mettant en place des systèmes, on met les élèves en cercle, et on a une première règle qui est fondamentale aux démocraties, une émotion se dit, ne se contredit pas. On ne peut pas contredire l'émotion, on ne peut pas nuancer l'émotion, on ne peut pas empêcher l'explication de l'émotion. C'est ce qu'on fait dans nos sociétés. Si quelqu'un ici raconte une émotion qu'il a vécue, notamment la tristesse, à quelqu'un qu'il aime bien, il n'attendra pas 3 minutes. Très vite, la personne va dire que tu ne dois pas être aussi triste. Tu as plein de raisons d'être contente, et les raisons de ta tristesse ne justifient pas une telle tristesse. On va jouer soit sur le curseur, soit sur les raisons de la tristesse. C'est normal, on a peur de la contagion émotionnelle, et plus vous êtes proche des gens, plus c'est difficile d'accueillir leurs émotions négatives, parce que vous risquez effectivement une contagion émotionnelle. Un professionnel, c'est plus simple, si vous lui dites que vous êtes triste, il va dire vous êtes triste, vous avez bien raison d'être triste, dites-moi pourquoi vous êtes triste. Il va contenir l'émotion, c'est ce qu'on propose, c'est-à-dire de laisser cette émotion s'expliquer, on ne contredit pas. Si vous me dites effectivement que vous êtes triste parce qu'on se moque de vous, personne n'a à essayer de faire ce détour sémantique pour vous dire simplement que c'est pas de la moquerie, que c'est de l'humour. Ça, c'est le privilège des puissants, de mettre des mots et de vous empêcher la possibilité de signaler ce que vous avez vécu réellement en mettant un mot qui camoufle tout. Et il faut savoir que l'humour et la moquerie, les Grecs étaient beaucoup plus subtils que les Romains. Ils avaient 2 mots pour dire ça. Le guélan et le katagélan. Le guélan, c'est le rire vrai, convivial. C'est le rire que vous allez retrouver chez les petits singes juvéniles, dans des conditions de sécurité, dans des conditions ludiques et relationnelles bienveillantes. C'est en gros le rire que vous pouvez produire chez quelqu'un si vous le chatouillez. Ou si vous êtes chatouillé, vous allez vivre ce rire convivial qui, lui, peut évidemment être un lubrifiant social, qui ne se produit que dans ces contextes-là. Vous pouvez le produire par le chatouillement que vous provoquez ou que vous recevez. Sauf que si vous sortez d'ici après la conférence, quelqu'un que vous n'avez jamais vu vient vous chatouiller, je vous promets que vous n'allez pas rire. Simplement parce que le contexte n'est pas sécurisant. Imaginez-vous en pleine scène de ménage, votre conjoint, il prend l'idée saugrenue d'essayer de vous chatouiller. Je vous promets aussi que vous n'allez pas rire parce que le contexte n'est pas ludique. Et ne le faites pas maintenant parce que ça va vous rendre pathétique. Mais si vous voulez vérifier à quel point c'est relationnel bienveillant, dès que vous rentrez chez vous, pratiquez ce qu'on appelle l'auto-chatouillement. Je dis pas maintenant, pour ceux qui sont tentés. Si vous riez, vous êtes seul, vous vous auto-chatouillez et vous riez, allez consulter, vous avez un vrai problème. Parce que l'auto-chatouillement ne produit pas le rire, c'est un contexte relationnel bienveillant qui va le produire.
Ce rire-là, évidemment que c'est un lubrifiant. Alors quand on me dit, mais il faut que les enfants rient entre eux, il faut que les adolescents rient, et sur les réseaux sociaux, il suffit de mettre des petits smileys, et tous les messages passent. Attention, il y a un autre rire, on appelle le katagélan chez les Grecs, le rire mauvais, qui ne vient pas, lui, du rire convivial des jeunes singes, qui vient du rictus menaçant des singes adultes. Si vous voulez un exemple parfait de rictus menaçant de grands singes, regardez Donald Trump quand il rit. Personne n'a envie de rire avec lui, c'est pas du tout un rire contagieux, sa mâchoire est serrée et ce regard est acéré. On a affaire à quelqu'un qui est dans ce rictus menaçant, qui est celui qui est provoqué par la moquerie. Alors je vous dis pas du tout qu'il faut stopper toute moquerie, Charlie Hebdo, etc. Non, il faut simplement la mettre sous surveillance. Ça veut dire que si c'est utilisé par des dominants pour massacrer des dominés, c'est une catastrophe. Si c'est utilisé par des dominés pour résister à l'écrasement des dominants, là, ça devient un instrument social. Alors, l'idée de dire une émotion se dit, ne se contredit pas, va permettre simplement de produire la contagion émotionnelle. Vous pouvez, comme je dois accélérer, je vais vous proposer de le faire chez vous, de vérifier comment fonctionne votre intelligence émotionnelle et comment se réalise ce qui se produit dans tous les groupes quand on est exposé à quelqu'un qui manifeste une émotion, qui n'est pas interrompue dans la manifestation de cette émotion, et qui peut aller jusqu'au bout. Regardez le petit Kylian. C'est un petit garçon, victime de harcèlement, qui a fait le buzz de manière extraordinaire aux États-Unis. Au point que Rihanna, Snoop Dogg, etc. lui ont envoyé des messages. Sa maman a eu une seule intuition, terriblement positive. Elle a quasi rien dit. Elle a fixé l'image sur le regard de Kylian et sur son visage quand il exprime ce qu'il est en train de vivre. Regardez, si vous n'avez pas les larmes aux yeux, allez consulter. La contagion émotionnelle, c'est ça. C'est simplement voir quelqu'un en détresse, pas en détresse seulement physique. Détresse physique dont on a parlé, effectivement, induit une forme de calcul coût-bénéfice très rapide et surtout une tendance à dire les autres vont s'en occuper. La détresse émotionnelle cultive systématiquement une contagion émotionnelle chez les autres. Si vous avez un groupe, on va imaginer les 2 premiers rangs ici, on vous met en cercle. Quelqu'un raconte quelque chose qui lui est arrivé, qui l'a rendu triste, qui lui a fait peur. On va très très vite voir une contagion émotionnelle. Et la deuxième règle, c'est l'adulte, excusez-moi, lui qui donne et qui reprend la parole. Les enseignants deviennent non pas des médiateurs, c'est pas du tout leur métier, mais des garants des règles. Et ces 5 règles sont celles qui vont permettre au mécanisme de s'activer. 3e règle, on ne nomme pas, on n'accuse pas, on ne désigne pas, sinon ça tourne en tribunal, et c'est pas le but. D'ailleurs, le harceleur n'en a ni la force ni l'envie, il veut juste que ça s'arrête. Lorsqu'on met en place ce mécanisme, la 4e règle, qui est celle qui a été évoquée tout à l'heure dans les différentes expériences, si l'enseignant suggère quoi que ce soit comme solution, le mécanisme s'arrête. C'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle ne stimule l'intelligence collective que si vous laissez le groupe en état. Si l'enseignant, ce qui était le cas, dans la majorité des cas, suggère des solutions, eh bien, tout le groupe se dit, c'est à lui, ça dépend de lui, et vous aurez à ce moment-là éteint l'effet produit par une intelligence émotionnelle qui stimule l'intelligence collective. Il faut savoir que l'intelligence collective chez l'être humain, elle est a priori de qualité médiocre. Si on fait un brainstorming, tous ensemble, j'aurai de moins bons résultats que si je vous invite à aller penser chacun à la difficulté, puis remettre vos solutions en commun. Sauf quand c'est l'intelligence émotionnelle, parce que l'émotion crée un mouvement qui ne parle pas au cortex directement, mais à plein d'autres émotions suscitées chez des enfants qui vont se mettre à trouver des solutions. Et la 4e règle, c'est l'adulte s'abstient de proposer lui-même des solutions et demande au groupe qu'est-ce qu'on fait pour celui qui est en difficulté. Et là, je vous assure que moi je vois énormément d'enfants victimes de harcèlement, ça en devient presque lassant. Chaque fois, ils me disent la même chose. Je m'attendais pas à ce qu'un tel intervienne, parce que, évidemment, ce sont généralement des spectateurs qui, parfois, même pas par générosité, mais par peur d'être un jour dans la situation du harceleur, vont se mettre à intervenir. Le harceleur voit que son pouvoir se décompose, et il se rend compte qu'il ne va pas être puni ni sanctionné, et à partir de là, effectivement, ouf. Bon, je vais arrêter de jouer ce petit jeu de la domination, parce que le mal dominant, c'est devenu l'enseignant qui garantit que ces règles fonctionnent. J'ai plus beaucoup de temps, donc je vais aller assez vite vers la conclusion, parce que on a travaillé ça dans les écoles, et puis on s'est rendu compte, eh bien que le harcèlement, comme il a lieu partout, que ça avait tendance à fonctionner de manière assez spectaculaire, surtout quand on respecte la 5e règle, qui est la récurrence, la permanence, la stabilité de ces espaces de parole. On a été beaucoup contactés par le monde de l'entreprise. Et on nous dit, voilà, nous, on a des problèmes aussi de harcèlement. Parce que et les émotions, que vous ayez 5 ans,
ou 85, j'ai même mis en place des espaces de parole régulés dans une maison de retraite. Parce que là, les saisons, ils connaissent pas. Ils savent que le groupe va rester jusqu'au bout ensemble. Et je vous assure que quand l'ambiance est pourrie, l'ambiance est pourrie. Hein. Et donc, vous avez n'importe quel âge, vous avez les mêmes émotions, vous avez un bâton de parole qui garantit non pas qu'on va vous écouter. Hein. Le harceleur va souvent faire semblant qu'il n'écoute pas, mais qu'on ne va pas vous interrompre. Vous irez jusqu'au bout de l'explication de votre émotion. C'est ça qui va provoquer la contagion émotionnelle. On est actuellement sollicité dans le monde de l'entreprise suite à l'onde de choc qu'a provoqué l'affaire Weinstein, hein, parce qu'on le sait que, effectivement, ce qui est du harcèlement sexuel, hein, pas de la prédation de nouveau, mais du harcèlement, suppose qu'on puisse identifier précisément les comportements qui sont parfois mélangés à des comportements de séduction, à des comportements de domination qui se passent du harcèlement. Alors quand vous voyez qu'une société qui maintenant jette Léo Cri et puis qui a fait de 50 nuances de gris son film préféré, dans lequel vous avez une personne qui va devoir accepter la domination absolue d'un homme excessivement riche, vous avez des modèles et des contre-modèles qui s'entrechoquent. Et donc on a besoin d'outils qui vont permettre, à partir de l'émotion, quand on signale qu'une émotion ne se contredit pas. Vous avez une dame qui dit, voilà, moi je suis en colère parce que on plonge dans mon soutien-gorge à longueur de temps. Très bien, comportement considéré comme intrusif. Avoir un décolleté, c'est pas une invitation à laisser plonger dans le décolleté ou une autorisation à y plonger de manière intrusive. Les comportements sont considérés comme intrusifs. Si vous dites je suis en colère ou je suis dégoûté parce que mon patron m'appelle ma petite chérie, comportement inapproprié. Simplement, c'est classé de cette manière-là, intrusif, inapproprié. Il fait des blagues salaces. Et je supporte plus ça, comportement inconvenant. Et vous avez une liste de comportements considérés comme inacceptables, qui ne supposent pas de balancer, comme dans des boîtes de Pandore qu'on est en train d'ouvrir, simplement les noms de personnes qui sont condamnées à la suspicion à perpétuité, parce que ça, c'est ce qu'il y a de pire. Hein. Vous êtes dessus, vous ne serez jamais devant le tribunal, mais votre nom aura été dessus. Et il suffit de ça, et quelqu'un comme Nicolas Hulot est incapable de se défendre, parce que prescription, il n'y aura pas de décision juridique, et le bruit va durer jusqu'au bout. On ne saura jamais prouvé, et ça c'est condamné à une suspicion à perpétuité, c'est très dangereux. Et donc c'est important de mettre en place des dispositifs qui vont simplement cultiver l'altruisme, ça c'est un premier point. Donc dans le monde de l'entreprise aussi, ces mécanismes qui vont stimuler à partir des émotions ressenties, mais aussi qui permettent d'identifier des comportements qui doivent être contrôlés, parce que, je vais terminer par là, une société, une structure humaine, ça suppose des règles, et les règles ne servent jamais qu'à gérer des flux sur des territoires ou des surpopulations. Ça, vous avez entendu parler des cours de récréation régulés. Ça, c'est juste pour que les règles, c'est-à-dire ce qui permet de gérer un territoire et de contrôler un territoire, puissent être mises à part. Vous avez des normes. Les normes se discutent. Elles sont trop imprécises. Des normes, par exemple, sur l'humour, la moquerie ou la violence, ce sont des mots qui chantent plus qu'ils ne parlent, ce sont des normes de convivence. Celles-là, elles doivent être discutées, mais dans des espaces où la parole appartient à chacun et où elle n'est pas distribuée anarchiquement à tous, parce que si vous mettez en place un groupe de parole, vous aurez 20% des participants qui vont prendre en charge 80% du temps de parole. Et le but du jeu des espaces de parole régulés, c'est pas la parole pour tous, c'est la parole pour chacun. C'est-à-dire ceux qui en ont besoin ont une parole qui va être libérée, mais surtout protégée, parce que le dispositif le permet. Et si vous voulez faire société, il faudra aussi des lois. C'est pour ça qu'on a mis en place aussi dans les écoles ce qu'on appelle des conseils d'éducation, qu'on est en train de mettre en place, y compris dans des grandes banques. Vous verrez bientôt cette campagne qui s'appelle 100% respect apparaître. Eh bien, elle est uniquement basée sur ces concepts-là. C'est-à-dire, aucune situation inacceptable ne doit pouvoir simplement être passée sous silence. S'il y a une faute, elle est sanctionnée. S'il y a un déficit de normes, eh bien, on s'arrange pour pouvoir en parler dans des espaces de parole qui sont complètement régulés. Voilà, merci pour votre attention. Voilà, merci beaucoup à nos deux orateurs. Je comprends combien, sur des sujets aussi passionnants, il doit être difficile de choisir dans les anecdotes ou dans les expériences qu'on relate. Je salue la présence de Laurence Hermel parmi nous. Je le fais maintenant parce que tout à l'heure je l'avais pas vu. Et donc voilà, je la remercie pour l'excellente collaboration que nous avons avec
bien sûr Bruno et avec d'autres personnes de notre université. Merci. Alors, on va s'organiser des questions comme nous avons beaucoup de monde. On va d'abord prendre des questions d'un côté de la salle et puis des questions de l'autre côté. Je garantis le même nombre de questions à chaque côté de la salle. Alors, puisque Léna est là-bas, on peut commencer plutôt de ce côté-là. Qui veut poser une première question? La première question. Voilà, nous avons une volontaire. Merci. Dans une école, moi, à quelle fréquence il faudrait faire des espèces de paroles régulières pour qu'on puisse voir un résultat? Alors, ce qui est terriblement impressionnant, c'est de voir, effectivement, dans les espaces où on a fait ce qu'on appelle du développement éducatif durable, c'est-à-dire où les enfants l'ont eu en maternelle, puis en primaire, en secondaire, par exemple, la botte du Hainaut a travaillé de manière complète sur toute la botte du Hainaut pour une raison très simple, c'est que les écoles ont été subventionnées par ce qu'on appelle la wartoise. C'est-à-dire, en gros, si vous buvez une chimée, vous participez à la mise en place de ce projet, donc les cours de récréation ont changé. Allez-y, sans modération sur ce plan-là, en tout cas. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir que ces enfants arrivés en secondaire, les enseignants des grosses écoles de la région de la botte du Hainaut, donc les grosses écoles secondaires, disent c'est incroyable, on doit rien faire. Ils viennent, ils connaissent les règles, ils l'utilisent à l'école, et ce qui est très impressionnant, c'est qu'ils l'utilisent aussi dans leur famille, avec leurs demi-frères, leurs quarts de frères, leurs huitièmes de frères. Vous savez, les familles maintenant sont de plus en plus importantes. Eh bien, ils utilisent les mêmes stratégies entre eux. L'émotion se contredit pas, mais j'ai droit aussi à la mienne. Et tout le monde, effectivement, gagne de la consistance dans sa manière simplement de gérer sa convivence. Donc, ce qui est la vie avec les autres, telle qu'elle est construite et pas telle qu'elle se déroule naturellement. Bien, merci. Une autre question? C'est plutôt de ce côté-là de la salle. Oui, ben ça va, vous êtes plus ou moins de ce côté-là. Oui. Allez, là. Madame, je vais vous donner le micro tout de suite. Merci beaucoup. Moi, c'est plutôt, je vais pas poser de questions, mais c'est plutôt, en tout cas, une satisfaction pour moi d'être venue dans le sens où je travaille dans un centre de soins et depuis un certain temps, je suis convaincue que les émotions sont les moteurs de relations entre les enfants et entre les personnes. Et depuis un certain temps, je travaille avec les enfants sur la parole, le dialogue, etc. Et j'ai comme outil la roue des émotions. Donc c'est une roue avec une flèche et où les émotions sont mises. Et après les activités du mercredi, on s'installe autour de la table et j'ai fabriqué un micro, comme ça. Tout. Et alors ce micro-là est le bâton de parole. Et j'ai remarqué, donc en mettant les limites, celui qui a le bâton de parole, il parle et les autres écoutent. Et j'ai remarqué qu'avec le temps, les enfants déjà avaient une plus grande facilité avec le micro en main, qui leur servait quand même d'un genre d'outil ou d'espace entre eux, ce qu'ils allaient dire et ce qui allait être reçu. Et la consigne y était, voilà, vous exprimez ce que vous avez ressenti cet après-midi, que ce soit positif, négatif, et les autres n'avaient pas le droit de critiquer, comme vous avez dit, et c'est venu simplement. Et on a commencé à faire le tour. Ah, j'ai été triste aujourd'hui parce que... Ah, j'ai été triste, j'étais content, je dis pas ça. Ah, moi, j'étais pas content aujourd'hui parce que j'ai demandé un bonbon à l'autre et il n'a pas voulu m'en donner. Et au fur et à mesure, je me suis dit que c'était un moment vraiment important et qui était attendu par les enfants. Et je suis contente aujourd'hui, en tout cas, d'avoir participé et d'avoir entendu ça, parce que ça me conforte, en tout cas, dans le cheminement que je fais avec ces enfants.
Voilà. Juste Merci, madame, pour rebondir pour sur ce pour que, votre ce que vous, témoignage. Oui, ce je que t'en vous prie, dites, hein. bien sûr. on l'a vu de manière très très massive juste après les attentats. Quand la Fédération Wallonie-Bruxelles, un peu dans la panique, il faut bien le dire, a suggéré aux écoles de mettre des espaces de parole. Ils appelaient ça des espaces de débriefing. Ça a été une catastrophe absolue. Moi, j'étais à Verviers ce jour-là, je l'ai vu en direct. Un enseignant qui utilise malheureusement non pas les émotions, mais le cortex, c'est-à-dire fait un débat d'opinion. Et ceux qui ont en charge des adolescents savent qu'un débat d'opinion avec des adolescents, c'est très dangereux parce qu'ils cristallisent leur identité sur des opinions qui sont souvent extrêmes. L'enseignant demande qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Tout de suite, deux groupes qui se fixent, d'emblée, qui se figent. On a bien fait de les dégommer, ces salopards, n'avaient pas à se foutre de notre religion. Et l'autre groupe, retournez chez vous, sale bougnoule, vous devez respecter la liberté d'expression. Et j'aseptise, hein, c'était bien pire, avec un enseignant au milieu, qui, effectivement, perd pied, parce que c'est très compliqué, et qui finit par prendre parti avec des parents qui finissent par porter plainte contre lui. Ils prennent parti pour les uns comme pour les autres, les parents des deux côtés d'ailleurs, hein, qui ont porté plainte. Lorsqu'on a mis en place, juste après le deuxième attentat, on a travaillé pour mettre en place des méthodologies, où les enseignants, au lieu de demander qu'est-ce que vous pensez, demandez simplement, avec les mêmes stratégies, qu'est-ce que vous ressentez. Vous avez un élève qui vous dit, moi je suis triste parce que se moquer du prophète, c'est comme se moquer de mon père. Très bien, on conteste pas ton émotion. Moi je suis en colère parce que tu es des dessinateurs, je trouve que ça se fait pas. On ne conteste pas l'émotion. Vous êtes dans les conditions d'un dialogue. Les émotions induisent du dialogue, alors que les opinions induisent de la contradiction et des crispations identitaires. Voilà. Alors, nous avons une question ici. Où est le micro? Chez Léna. Une question pour monsieur. Voilà. Merci, monsieur. Bonsoir. On m'entend bien? Je pense que non. Non. Bon, alors, je vais parler haut, alors. Voilà. Peut-on qualifier d'autistes les soldats américains qui sont intervenus dans le TGV en diffusant le terrorisme? Puisque, en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas de record américain. Est-ce que c'était parce qu'ils sentaient que l'action allait se produire, mais est-ce que c'est bien l'autisme dans ce cas-là? Monsieur Friedman. Je pense que c'était de l'altruisme, parce que leur intervention était une intervention risquée. L'intéressé était armé. Et d'ailleurs, l'un des intervenants a été effectivement blessé. Il fallait tout de même oser intervenir, je pense, pour sauver ce qu'on pouvait sauver. Je pense que c'était de l'altruisme. C'est de l'altruisme, mais de l'altruisme bien compris, bien contenu, parce que ce sont des personnes qui ont un sentiment de compétence. Et on a oublié de le citer, et ça a créé effectivement dans ce train beaucoup de troubles, parce que tous ceux qui l'ont pas fait, notamment les agents de la SNCF qui se sont réfugiés dans les toilettes, qui ont été brocardés suite à ça, alors que le comportement ressemble à ceux de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas entraînés à réagir. C'est ça aussi le fait d'être un militaire, d'être entraîné à réagir. Vous savez, les enfants qui interviennent de manière altruiste, parce que on l'a vu dans le harcèlement, l'enfant victime, ça a parfois des conséquences au développement. Celui sur lequel les conséquences sont les plus compliquées à gérer, c'est le harceleur, hein, parce que c'est pour lui que l'avenir est le plus sombre. Et les spectateurs, moi je l'ai vu de manière spectaculaire, lorsqu'il y a des décès, par exemple, suite à des situations notamment de cyberharcèlement. J'ai systématiquement été dans les écoles et j'ai entendu les élèves. Les harceleurs ont une position de déni qui les protège. En gros, ils répondent à un truc. Quand on dit qu'est-ce que tu penses de ce qui vient d'arriver, on a bien fait, de toute façon c'était nul, elle était conne. Et ils en rajoutent 3 couches. C'est effrayant, mais c'est leur seule façon de tenir debout. Ceux qui sont dans un état pas possible, ce sont les spectateurs, ceux qui ont liké, ceux qui ont vu, qui en ont rajouté une petite couche. Ceux-là, on n'arrive pas à les récupérer, ils sont effondrés. Et c'est pour ça que l'héroïsme doit aussi être bien compris dans ces mécanismes. La pulsion héroïque, elle n'existe pas en dehors d'un coup risque-bénéfice. Et donc là, dans ce cas-ci, on a affaire à des gens entraînés qui vont réagir parce qu'ils sont entraînés. Autrement, il faut sécuriser, et c'est ça les leçons que le professeur Kuhlmann m'a données, c'est-à-dire on ne va pas avoir un altruisme naturel. Il faut mettre en place les conditions d'expression de l'altruisme dans un espace où vous constatez qu'un premier répond, parce que l'espace est protégé, à l'émotion de détresse des uns, les autres s'y mettent tout de suite. Et vous avez l'inverse de ce qui a été énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire une passivité contagieuse, vous avez une activité contagieuse. Merci. Alors, une avant-dernière question. Une avant-dernière.
à madame ici. Oui, je vous en prie. Merci. Parlez bien près du micro si vous voulez bien. Bonsoir. Je me demandais en fait dans quelle mesure il est de la responsabilité de l'enseignement d'éduquer à l'altruisme. Est-ce que ce n'est pas à l'origine une responsabilité du milieu familial? Oui, c'est ce que bien souvent les enseignants me répondent. Mais comment pourriez-vous faire de l'éducation en ignorant ce qui est sous-jacent sur le plan affectif? On n'apprend pas de la même manière en fonction de l'état dans lequel on se trouve. Vous ne pouvez pas ignorer le social et l'affectif. Quel est le devoir de l'enseignant? L'accession à la citoyenneté. Comment va-t-on y arriver en transmettant simplement des connaissances qui vont être oubliées? Donc, je pense qu'au contraire, il faut maintenir une action qui est destinée à la vie affective ou à la vie sociale. On ne peut pas l'ignorer. Voilà, merci. Et donc, la dernière question. Qui souhaite poser cette dernière question? Eh bien, oui, juste 2 secondes pour dire qu'effectivement, l'enseignant va très vite s'en rendre compte. Si un enfant est stressé par la situation qu'il vit au sein de la classe, il va générer de la cortisol, et la cortisol empêche d'apprendre. Ça veut dire que c'est aussi de la responsabilité de l'enseignant de mettre tout le monde en situation d'apprendre. Et ça l'est de plus en plus, parce que la société a changé. Ce que vous posez comme question, si je vous dis, voilà la scène d'un enfant mis tout nu sur une planche, toute la classe crache sur lui, et puis on l'enduit de matière fécale et on met son slip dans la bouche. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien ou c'est pas bien? Mais bien pourtant, je soupçonne la plupart d'entre vous d'avoir lu cette scène en souriant. Si vous avez lu La Guerre des boutons, c'est une des 17 scènes de harcèlement caractérisées de La Guerre des boutons. Et La Guerre des boutons, Pergaud ne l'a pas écrit pour dénoncer le harcèlement, il veut montrer l'enfance jubilatoire. À l'époque, on joue à la guerre, et toute personne ne souffre. Les enfants sont anéantis dans l'espace scolaire et héroïsés quand ils retournent après dans leur groupe d'appartenance. Les parents foutent des claques à leurs enfants en fin de bouquin, pas parce qu'on a harcelé qui que ce soit, mais parce qu'on a dû payer quelques boutons. Et pour les enseignants, c'était sans doute plus facile à l'époque. Ils font un grand discours pour dire arrêtez de haïr les enfants du village voisin, gardez votre haine pour les Allemands parce qu'on doit préparer une guerre. Et donc vous avez un système qui effectivement ne transforme pas en souffrance. Actuellement, c'est tout à fait l'inverse. Un enfant qui souffre de souffrir. Le parent est anéanti de voir son enfant souffrir et l'enseignant se rend compte qu'il a affaire à des enfants victimes d'un stress aigu par rapport auquel, si on ne prend pas en charge ce stress, son enseignement sera un acte vide. Voilà, cette fois, la dernière question sera pour monsieur. Enfin, tenez, prenez le micro, monsieur, là, voilà, il arrive. Voilà, allez-y. Le psychopathe isolé. Je ne parle pas de celui qui va mettre une bombe et tue 50 personnes d'un coup sec. Non. Le psychopathe qui tue, un mois après, il tue, un mois après, il tue, un mois après, il tue. Donc, il y a une autre appellation pour ça. Le psychopathe isolé est-il le maximum du harcèlement? Ou est-ce différent? Là, je suis je l'ai expliqué d'ailleurs dans l'introduction, ça vient de l'agressivité prédatrice. C'est une toute autre origine. C'est pas du tout un harceleur. Donc c'est pas une question de degré, c'est une question de nature, là. C'est une agressivité d'une autre nature. L'agressivité de prédation est une agressivité qui vise la mort, uniquement la mort, et qui fait jouir de voir l'autre immobilisé, puis mourir. L'abus de langage, c'est de considérer l'agressivité de prédation comme étant une forme de harcèlement. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pour ça que je viens de publier un article qui dit Weinstein n'est pas un prédateur. Weinstein est un harceleur, il fait preuve de tyrannie sexuelle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il a une puissance dont il ne mesure plus les effets et il se passe du consentement. C'est ça la tyrannie. On se passe du consentement, mais il n'a rien d'un psychopathe. Les psychopathes doivent être soit soignés, soit isolés pour éviter qu'ils ne nuisent.
Alors, je sais pas à moi à vous dire si le traitement est accessible ou pas, hein, mais effectivement, il faut savoir que cette agressivité-là est une agressivité tout à fait particulière, qui est résistante effectivement au type de mécanisme. On va imaginer un espace de parole régulé, il y a un psychopathe à l'intérieur, je vous garantis qu'il bougera pas, et qu'il ne va pas être ému par les émotions des autres, simplement parce qu'il a bloqué ses mécanismes d'empathie. C'est heureusement excessivement rare, sauf je reviens du Rwanda par exemple, et au Rwanda, eh bien tout le monde s'est transformé en psychopathe pendant un petit temps, simplement parce qu'on a pris soin de déshumaniser une partie de la population sur des mécanismes qu'on connaît, des mécanismes qui actuellement sont contrôlés de manière, je veux dire, relativement autoritaire, c'est-à-dire qu'on interdit le ressentiment et on oblige au pardon. C'est en gros la politique actuelle de gestion du post-génocide au Rwanda. Ça crée de la compression émotionnelle, et je vous assure que c'est pas simple de faire des espaces de parole dans ces espaces-là. Parce que ce sont pas des psychopathes, ce sont essentiellement des personnes qui ont été mises en situation de l'être, comme on peut l'être dans des situations de guerre ou dans des situations de génocide. Voilà. Alors, je dois encore vous dire que demain, vous pouvez assister au ciné-débat, au cinéma Le Parc, sur le film Futur d'espoir, qui porte sur le futur de l'agriculture. C'est pas moi qui présenterai, mais mon collègue Venman, c'est l'idée du film, et puis d'un débat autour de ce thème de l'agriculture du futur. Notre prochaine conférence, plus classique, quoi qu'elle n'est pas tellement classique, aura lieu le 6 mars, et elle portera sur le thème, sur le titre « Is Google God ?» Google est-il Dieu? Elle aura lieu à Charleroi-Danse, pas ici, parce qu'on a besoin d'une scène, et nous n'avons pas de scène ici. Enfin, le 27 mars, nous revenons alors ici même, pour notre Zito-conférence, et les spécialistes du français auront tout de suite compris que c'est une conférence consacrée à la bière. Ah oui, ça, je m'en réjouis déjà à l'avance, mais avec modération. Bien entendu, nous allons pouvoir continuer la discussion avec Bruno et avec Marcel Friedman autour du verre de l'amitié. Je vous remercie et je vous invite à vous y rendre. Merci.